Donc, je crois qu'on a à peu près tous nos inscrits. Nous allons commencer. J'aimerais vous remercier pour votre présence à ce deuxième webinaire du printemps organisé par le Sierra Club Québec, qui est une entité qui a pied au Québec depuis maintenant 15 ans et qui fait partie depuis 4 ans de la Fondation Sierra Club Canada. La mission du chapitre Québec du Sierra est de protéger et de restaurer le patrimoine naturel au Québec. Et c'est une des raisons pour laquelle on tient cette conférence aujourd'hui. J'aimerais ensuite perpétuer la coutume de reconnaître les torts inadmissibles ayant été causés aux peuples autochtones sur les terres où beaucoup d'entre nous se trouvons à l'heure actuelle. Pour moi, il s'agit de Tiohtià:ke à Montréal, terre ancestrale non cédée du peuple Mohawk Kanien'kehá:ka. J'invite les participants à me retrouver un peu plus tard lors de ma présentation du panel afin de réfléchir aux situations de droit à la lumière de cette réalité. Sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter vos panélistes. Commençons avec M. Steve Erdelay. Il est conseiller municipal à la ville de Côte-Saint-Luc, située dans l'ouest de l'île. Il est responsable des portfolios finances, environnement et est président du comité d'audit. Ancien professeur et directeur d'école, M. Erdelay est conseiller pour le district 4 depuis 4 mandats, donc depuis 2005. Vous avez ensuite professeur Gaëlle Gidrol-Mistral, et voilà. Elle enseigne au département des sciences juridiques de l'UQAM et a complété son doctorat à l'université Lyon 3 en France sur le thème de la propriété conditionnelle à la propriété collective. Elle est vice-présidente de l'Association québécoise en droit comparé, représentante de la chaire du notariat et aussi directrice du GRDP, le groupe de réflexion en droit privé. C'est une communauté de chercheurs qui partagent le souci d'ancrer le droit privé tant au Québec qu'à l'international dans une perspective dynamique. Ensuite, on a Mme Louise Legault. Mme Legault est la raison pour laquelle nous sommes réunis ce soir. Elle est rédactrice et traductrice et membre du groupe Les Amis du Parc Meadowbrook depuis 2013. Elle a participé à la création des Amis du Parc Angrignon et de la coalition Terrain Golf en transition. Elle se joint cette année au conseil d'administration de la Coalition verte. Pour ma part, je vais aussi vous faire une courte présentation. Je suis diplômée en droit et en environnement et vous parlerai de droit de la nature et de leur insertion en droit public québécois. Je passe maintenant la parole à notre première conférencière, Madame Louise Legault. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas, il y en a peut-être entre vous qui ne savent pas tout à fait où ça se trouve, Meadowbrook. C'est un peu normal. Avant de me joindre aux Amis du Parc Meadowbrook, je n'avais aucune idée où est-ce que c'était. Puis je reste à 10 minutes en voiture. Si vous prenez le train de banlieue d'ailleurs, vous passez tout le long de Meadowbrook sans vous en rendre compte sûrement. Alors, si on passe à la prochaine diapositive, alors c'est un grand terrain, comme vous pouvez voir, c'est 57 hectares. C'est à cheval sur la Chine au fond et Côte-Saint-Luc en avant de la diapo. C'est un terrain qui est vallonné, qui a de grands arbres, ce qu'on appelle des arbres de haies, mais bon, ça, il y en a qui sont plus ou moins d'accord avec ça. Et il y a un petit ruisseau qui serpente entre les verts dans le secteur de la Chine. On ne le voit pas tellement sur cette photo-ci. Alors, ça fait plus de 30 ans que les Amis du Parc Meadowbrook défendent ce terrain-là. On a fait achoper 5 projets résidentiels. En 2015, on a réussi à obtenir un changement d'affectation dans le cadre du schéma
qui fait que c'est impossible maintenant de construire sur le terrain. Mais dans le dernier cas, celui du projet Petite-Rivière, notez le nom d'ailleurs, le promoteur n'a pas apprécié de voir son projet refusé par la Ville de Montréal et il a intenté des poursuites. Il a en fait multiplié les poursuites. Et parmi ces poursuites-là, il y a une poursuite qui porte justement sur la rivière Saint-Pierre. Alors, si on peut changer de diapo, s'il vous plaît. Alors, ce petit ruisseau-là qui a l'air de pas grand-chose, en fait, c'est une des dernières sections visibles de la rivière Saint-Pierre, qui était une rivière historique. C'était une rivière qui a façonné Montréal. C'était une rivière qui servait à la chasse et la pêche probablement au Mohawk, et au transport, parce que ça permettait d'éviter les rapides de la Chine. J'ai même lu récemment que les fameux melons d'Écarie, qui étaient des melons immenses, transitaient par le lac à la Loutre que formait la rivière Saint-Pierre, prenaient la rivière Saint-Pierre pour arriver au marché à Montréal. Alors, la rivière Saint-Pierre a aussi permis de faire tourner des moulins à farine. Et elle a malheureusement servi aussi à la disposition de déchets agricoles, industriels et domestiques. Alors, c'est une rivière qui a payé très fort le prix de l'urbanisation et de l'industrialisation. Si on passe à la diapo suivante, alors, c'est une rivière qui assure encore le drainage du terrain. Au printemps, le terrain s'inonde, ça devient comme une vraie éponge. Et les oiseaux migrateurs font un arrêt sur Meadowbrook. C'est quand même pas banal comme spectacle à Montréal. Alors, on savait depuis 2002 que le ruisseau était contaminé par le collecteur pluvial qui l'alimente. Une étude de la Ville de Montréal a même pointé du doigt des raccordements croisés. C'est-à-dire, ça, c'est des égouts domestiques qui sont reliés au collecteur pluvial plutôt qu'au collecteur sanitaire. Alors, le collecteur sanitaire, lui, ça, c'est des égouts, ça va au centre de traitement. Mais le collecteur pluvial, lui, il se déverse directement dans le fleuve. Alors, c'est ce que Daniel Green appelle, quand il y a des surverses, la baie des capotes. En 2018, la Cour supérieure a ordonné à la Ville de Montréal de cesser de polluer le ruisseau. Ils n'avaient pas le temps de corriger ce qui semblait être plus de 200 raccordements croisés. Alors, ils sont allés au plus vite. Ils ont détourné le collecteur. On peut changer la diapo. Le collecteur est détourné par temps sec seulement, ce qui laisse l'eau couler quand il y a des fortes pluies ou pendant la fonte des neiges. Mais tout au long de 2020, c'est de ça qu'avait l'air la rivière que vous avez vue plus tôt. Ça se résumait à des flaques d'eau et beaucoup de roches. Le propriétaire, Groupe Pacifique, n'était toujours pas satisfait, lui, des résultats, et il a appelé de la décision. En janvier 2021, la Cour d'appel rendait sa décision et ordonnait à la Ville de Montréal de cesser de déverser les eaux du collecteur sur le terrain. Alors là, ce n'était plus une question de pollution, c'était de toute l'eau qu'on parlait. Alors, plus aucune eau qui se déverse sur le terrain. Vous pouvez juger de notre surprise à cette décision-là. Alors, notre premier geste a été de demander à nos supporters d'envoyer des lettres à Mme Plante pour lui faire part de leurs préoccupations. Alors, il y a eu plusieurs groupes environnementaux qu'on tient à remercier qui ont participé à cette campagne-là. Il y avait le Fonds mondial de la nature, le Sierra Club, la Fondation David Suzuki, la Coalition verte, le Conseil régional d'environnement de Montréal, le mouvement Ceinture verte. Charles est ici d'ailleurs ce soir.
la SNAP, le GRAM, la Coalition Terrain de Golf en transition et plusieurs autres. Et Mme Plante continue à recevoir des lettres parce que nous, on continue à en recevoir copie. Alors, certains membres, certaines personnes qui ont écrit à Mme Plante, pas toutes, semblerait-il, ont reçu une réponse qui disait, et je cite le bureau de la mairesse, la Ville de Montréal n'a d'autre choix que de construire une canalisation pour le transport de l'entièreté des eaux du collecteur Tobe Lake, de la limite nord du golfe Meadowbrook à sa limite sud. Alors, ce que ça veut dire, c'est ce qui reste de la rivière Saint-Pierre, ça va être canalisé et enfoui, comme on le faisait au 19e siècle avec les rivières qui étaient devenues des égouts à ciel ouvert. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on fait maintenant avec les rivières en milieu urbain. On préfère plutôt réouvrir ces rivières disparues. On peut ainsi profiter des services écosystémiques qu'elles rendent. Quand on regarde, bon, on s'en vient à l'été, là, on va connaître encore des périodes de canicule, on va connaître des orages subis, il y a des inondations aussi. Alors, une rivière aide justement à la gestion des eaux de surface. Elle crée des îlots de chaleur et elle donne accès à la nature. Ça, c'est pour le plus grand bien de tout le monde, à la fois pour nos corps et nos âmes. Alors, les travaux, à ce qu'on a appris par les branches, serait prévu pour le mois de novembre, après la fin de la saison de golf. C'est seulement 6 mois, ça. À peu près en même temps que tout ça, ça se passait, on a appris que la MRC de la Mingani et le Conseil Innu d'Equanichit avaient fait une déclaration de personnalité juridique pour la rivière Magpie, qui, elle, se trouve sur la Côte-Nord. Alors, une déclaration de ce genre fait de la rivière un sujet de droit qui peut se défendre devant les tribunaux. Ça nous semblait intéressant, mais est-ce qu'on pouvait vraiment prétendre faire la même chose pour la Saint-Pierre? Alors, quand on pense que la Magpie fait 200 km et que le ruisseau Meadowbrook, lui, à peine 200. La Magpie est bien connue, surtout pour ceux qui font des sports en eau vive. La Saint-Pierre, elle, qui coulait du Mont-Royal à Verdun, a été canalisée et enfouie sur presque tout son parcours et est largement oubliée de nos jours. Là où la comparaison tenait, on peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors là où la comparaison tenait, c'était quand on regardait les droits accordés à la Magpie. Alors pour les 3 premiers, c'était évident. Le premier droit, c'était le droit d'exister, tout simplement. Et dans ce cas-ci, c'est effectivement l'existence de la rivière qui est en jeu. Le deuxième droit, c'était le droit de couler. Comme vous avez vu, elle coule presque plus, en effet. Et je suis allée sur Meadowbrook vendredi dernier avec M. Baudry de la Ville de Montréal, puis elle est complètement asséchée. Comme nous l'a dit un de nos membres, bone dry. Si on passe au troisième droit, c'est le droit d'être à l'abri de la pollution. Bon, on sait déjà qu'elle est polluée. Alors, mais il y avait aussi parmi les droits le quatrième, le respect de ses cycles naturels et de son évolution. Alors, on avait remarqué depuis longtemps que la rivière ne gelait pas en hiver. Elle ne gelait pas en hiver parce qu'elle recevait continuellement de l'eau chaude, des douches, des bains, des lessives. Alors, vraiment, ça ne respecte pas son cycle naturel. 5e droit, c'était le maintien de sa biodiversité. Alors, l'autre jour, quand je suis allée encore une fois sur Meadowbrook,
il y avait des oiseaux qui sautaient de roche en roche, qui cherchaient l'eau, parce qu'elle n'est plus là. Alors, elle sert certainement à abreuver les oiseaux, mais il y a aussi une faune benthique, c'est-à-dire une faune dans le fond du ruisseau, qui, elle, nourrit les insectes et les oiseaux et qui contribue, probablement avec beaucoup de difficultés, à nettoyer le ruisseau. Alors, on passe à la diapo suivante. Il nous en reste rien que 3, là. Alors, le 6e droit, c'est le droit de remplir ses fonctions à l'intérieur de son écosystème. Alors, on l'a déjà dit, la rivière draine le terrain au printemps. Je ne suis pas certaine qu'un tuyau va être capable de faire pareil. Le 7e droit, c'est le maintien de son intégrité. Il faut bien se demander en quoi ces nouveaux travaux vont affecter la rivière. 8e droit, c'est le droit à la restauration et la régénération. Je pense que ça se passe d'explication, celui-là. Nous, on a rajouté la réouverture parce que c'est particulier aux rivières urbaines. Et le dernier droit, et non le moindre, c'est le droit de recours aux tribunaux pour défendre ses droits. Alors, je n'ai pas à vous le dire, c'est le plus contesté des droits. Les autres, bon, sont environnementaux. Ça coule de source, vous excuserez l'expression. Mais bon, là, ici, on porte atteinte au système judiciaire. Un système judiciaire dont on a hérité au 19e siècle, en même temps que la philosophie qui veut que la nature, c'est quelque chose qu'on exploite jusqu'à épuisement, finalement. Et on sait tous où est-ce qu'on en est rendu avec ça. Le mouvement des droits de la nature qu'on examine ce soir prend une autre approche, une philosophie qui s'inspire plutôt des traditions autochtones et une philosophie où l'homme fait partie de la nature. Il n'est pas en opposition à la nature. Il n'y a pas à dominer la nature. En fait, l'homme n'est que de passage et il doit remettre à ceux qui suivent un milieu qui va leur permettre de survivre. Pas sûr qu'on s'en va vers ça. Alors, on a pensé à plusieurs organismes qui défendent d'autres coins de Montréal où coulent encore des ruisseaux. Alors, il y a notamment le ruisseau de la Grande Prairie dans l'est de Montréal. Il y a aussi les ruisseaux du Technoparc qui, eux, coulent vers la rivière des Prairies et le lac Saint-Louis. Alors, tous ces cours d'eau-là ont beaucoup souffert de l'industrialisation et de l'urbanisation et ils ont besoin d'un sérieux coup de main. Alors, dans notre démarche, nous avons travaillé avec Maître Yini Vega Cardenas de l'Observatoire international des droits de la nature de l'Université de Montréal et on continue à travailler avec elle. On a à ce moment-là présenté une déclaration de personnalité juridique de la rivière Saint-Pierre à notre conseil d'administration qui l'a adoptée à l'unanimité le 8 avril. Alors, on reconnaît qu'on en est seulement au début de tout ce cheminement-là. On ne sait pas encore ce qui va en retourner. Vous verrez d'ailleurs dans le vidéo plus tard que ce n'est pas gagné cette histoire-là. Hein? On sait par contre qu'il faut faire quelque chose pour sauver la rivière Saint-Pierre. Alors, ce qu'on vous demande, si vous n'avez pas encore signé la déclaration, ce serait de le faire pour nous appuyer et aussi pour devenir vous aussi gardien de la rivière Saint-Pierre et de ses droits. On passe la dernière diapo. Alors, vous allez trouver plus d'informations sur notre site web, les amis de meadowbrook.org. Et vous pouvez aussi nous envoyer un court mot disant que vous appuyez la déclaration à l'adresse que vous voyez sur la diapo en bas, là. Alors, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, gênez-vous pas.
Merci énormément, Madame Legault. On va prendre un petit 2 minutes de questions s'il y a des réactions tout de suite. Puis après, on va passer au prochain intervenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Annalisa Harris. Ah non, c'est pas ça. Je pense que c'est des applaudissements. Moi, j'en avais une pour vous, Madame Legault. Pensez-vous que votre initiative pourrait à terme mener à décanaliser la rivière Saint-Pierre, à la ressusciter un peu dans la foulée du mouvement dont vous avez fait mention, le mouvement urbain qui est mondial pour daylighting les rivières enfouies? Même s'il y a une canalisation en ce moment puis qu'il y a comme une perte de bataille, est-ce que cette déclaration-là pour la rivière Saint-Pierre, c'est quelque chose que vous voulez pour la rivière malgré les embûches? Oh mon Dieu. Excusez-moi, on va régler son cas. Je dirais que nous, on veut une solution qui va être réversible, OK? Qui va permettre éventuellement de remettre la rivière en eau quand la situation le permettra, OK? Je pense que la déclaration peut aider à ce sens-là. Il y a peut-être d'autres recours. Il y en a qui ont des têtes de cochon. Excusez. Il y a peut-être d'autres recours. On étudie ça en ce moment. Ça va peut-être passer par les tribunaux. On va voir. Comme je vous dis, on n'a pas encore de plan. Là. On est... on y va. Il n'y a pas d'autres exemples non plus. Alors, on va voir où ça va nous mener. C'est à peu près tout ce que je peux dire. Merci énormément, Madame Legault. On va maintenant passer à la présentation de Monsieur Steven Erdelay. Si vous voulez juste fermer votre micro. Hello, bonjour, merci. First of all, thank you, Isabelle, and for the Sierra Club for the invitation. I'll speak in English. However, if there are questions, you can please ask in French. Je vais faire mes discours en anglais, mais s'il y a des questions, je peux prendre en anglais ou en français. So I'm going to share my screen. Okay, hopefully everyone can see that. So as Isabelle mentioned, I am one of the city councilors in Côte-Saint-Luc, and I represent District 4, and I'll show you a map in a moment to, well, actually, I'll show a few maps to give a better sense of the picture. So first I'll start, this is an overlaid map from the city of Montreal, actually showing, this is the section of the St. Pierre River, which used to spill into the St. Pierre Lake. This is going back, of course, many years. But just to give you a sense as to, and this is the area that is now, if you could see my cursor, Côte des Neiges, Westmount, here's Côte-Saint-Luc, Montreal West, and so on. So this, of course, at the time, there were many rivers. And of course, today we're going to be focusing more on the St. Pierre River. So go to the next one. So this is a close up, as Louise talked about. So this is an aerial view of the Meadowbrook Golf Course. You have two sections. So it's about 57 hectares. The north part is part of Côte-Saint-Luc, so that's about 32. And the south part is part of Lachine. And you could see this section here again is where the river is. And it's hard to see, but you can, and I'll show a bit closer on some of the other maps. You have Côte-Saint-Luc, you have Montreal West, you have Côte des Neiges, all in relatively close proximity to Meadowbrook Golf Course. I'll go to the next slide. So I'll talk a bit, hold on. Yeah. So I'll give a bit of background on the types of pipes in Côte-Saint-Luc to explain a bit about what is a cross connection and how it's come to be, and give a bit of a sense in terms of the pipe. So in Côte-Saint-Luc, there's two types of systems, and I would say this is true actually for the island of Montreal as well. And depending on where you live in Montreal, there's certain parts where you'll see
what we call a combined sewer system, or combiné. So that is one sewer pipe that is under the road, and that is what collects the sewage both from homes and also from the rainwater that flows on the streets through the catch basins. So this is what's in the northeast, or the newer section of Côte Saint-Luc. But for most of Côte Saint-Luc, in the west and the south of Côte Saint-Luc, we have two pipes that are parallel. So one is the stormwater, or pluvial, and the other is the sanitaire, or domestique, sanitary, or also called in French sanitaire sometimes. So you could see in this diagram, you have the sanitary, which collects the household wastewater, and then you have the stormwater drain that's collecting from the catch basins. In the case of the sanitary sewer, of course, that goes to a filtration plant, and of course goes through several layers of filtration. What goes through the storm drain for most of Côte Saint-Luc, or for much of Côte Saint-Luc, I should say, is what is pouring into, or was pouring into, the St. Pierre River. And I'll talk a bit about what's going on, and as Louise mentioned, and what the hope is for the future. So again, what was going through the stormwater for the south part of Côte Saint-Luc, which is in District 3 and 4, and I'll show a few more maps in a moment, is what was spilling into the St. Pierre River, and is right now not at this point. And here I'll show. So this is it might be a little bit confusing with all the arrows, but I'll try to explain. So the blue arrows, or the blue lines, those are where you have stormwater and sanitary. So in other words, where you have two series of pipes under the road, and the ones that are sort of in pink, are pinkish purple, those are combined. So you could see, and again here where you have the red circle, this is the section of the St. Pierre River that is going through the golf course. And if you see this black solid line, so anything within this black solid line is where all this water from the rain or through the stormwater sewers is what normally would be going into the St. Pierre River. And I'll show, next slide, a bit of a close-up shot. So this is showing, again, what was a black solid line is here a yellow solid line, but again, to show you the area. And this covers a few different parts. So it covers actually two districts of Côte Saint-Luc. So this section is Côte Saint-Luc District 3, which is my fellow councillor Dita Burku, who's a longtime councillor and a longtime supporter of Meadowbrook. And this part is Côte Saint-Luc District 4, which is where I represent. And you could see, and it's hard to maybe see for everyone at home, but this black and white dotted line is the border between Côte Saint-Luc and Montreal West. So all that to say, the water that goes through the stormwater pipes that is feeding into the St. Pierre River is coming from Côte Saint-Luc District 3 and Côte Saint-Luc District 4 and part of Montreal West as well. And that, again, what's going through the stormwater is going there. Now, what happened? So I'll show you I'll show you a closer view just to get a sense. So this is just a cross section of a street in Côte Saint-Luc. It could be any street, but just to show you. So under this road, you'll see there's two pipes. So there's the sort of reddish purple, which is the sanitary, and the stormwater. It's hard to make out all the numbers, but basically they're both 300 millimeters or 30 centimeter pipes. They're both roughly the same age. So the sanitary pipe was built in 1954, the stormwater in 1958. So what we believe happened, and I'll go into more detail in the next slide, is because they're both the same size pipe and both roughly the same age, built the same period of time, that at some point, in certain cases, when the homeowner or builder was putting up these houses, they connected in a few cases to the wrong pipe, because again, they're generally the same, they're roughly the same size and roughly the same age. And so I'll talk to what we believe are the four situations that have occurred or that may have occurred over the years. So the first situation is where the house was being built, and most of the houses in this district, in this part of Côte Saint-Luc, were built in the 50s and 60s, some before and some after.
So we believe that at some point when they were built, the homes were connected to the wrong pipe because, again, there are two pipes under the road. It was an error on the part of the builder. We also believe it's possible when there was a renovation. At some point, an upgrade was made to the house. They've made a renovation and they connected to the wrong pipe. We also believe it's possible in some cases they, for whatever reason, added a second connection. So there was an existing one where the existing sewer pipe was in the home that comes from, you can imagine, toilets and wastewater from the home, was connecting to the sanitary, but they added a second connection. And then the third situation, which is the fourth situation, the last one, which is a little bit harder to explain, is in some cases the stormwater pipe, and I'll try to describe this. The stormwater pipe is actually above the sanitary pipe is actually above the stormwater. So if you can imagine, the two are parallel, one is on top of the other. And in some cases, given these pipes go back to the 1950s for the most part, or 60s, that there may have been a crack in both pipes in the same rough vicinity, so that some of the water from the sanitary, some of the wastewater from the sanitary may have actually infiltrated or spilled out of that pipe into the stormwater pipe below it. So this is another situation where we believe may have occurred. So these are four sort of theories in terms of what caused these cross connections over the years. I'm going to go into, so this is a diagram from Montreal. This is going back several years, showing, this was done to show some possible sites of cross connections, where cross connections may have occurred in what they called problematic or possible sites. So what happened next in terms of Côte Saint-Luc was the city of Côte Saint-Luc hired a company called CIMO, which is the company that manages our water network. We asked them to test approximately 16 kilometers of stormwater sewer pipes in District 3 and 4, which is, again, where the water flows through the stormwater pipes that leads to the St. Pierre River. So this involved about 53 different roads and 1,243 buildings. And there are two types of steps, or two types of tests they did. The first one is called a smoke test. So for the smoke test, they release, and it's a harmless smoke. I should say it's not toxic in any way. They release a trace amount of smoke into the stormwater pipes. If you can imagine, the smoke rises. And if they were to see smoke coming out of the vents, and if you can imagine this, in every home where you have a toilet, you have a toilet vent on the roof of your house. You may not notice what those are. So what the city did, or what this company did, CIMO, is they released a harmless smoke, and they looked at the vents on the top of the houses to see if any of the smoke was released. And if there was smoke that was visible, that meant that a cross connection was highly likely, and they still did a second round of tests just to make sure. And the second test is what we call a dye test. So a dye test is where the city, again, the CIMO, or the city contractor, takes, again, it's a harmless dye that they put in the toilet, and then they flush the toilet, and simultaneously there's a second technician who is in the stormwater sewer, either themselves or with a camera, and they look to see if the trace amounts of that dye come through the stormwater. And so the first round of testing was done in 2018 and 2018, 2019. And at that point, the city found that there were 2 duplexes in Côte Saint-Luc, or 4 addresses, if you can imagine, that were found to have a possible cross connection. So this test, it took several months, and it cost about $30,000. Now, at that point, we were going to move forward with with the remediation, and then Montreal, so I'll move to the next slide, 2019, 2020, Montreal did an additional round of testing, and they found more sites, a larger number of cross connections, or possible cross connections, than we did. So we said, okay, well, it doesn't make sense how you're getting different numbers than we are. We did a second round of testing in at this point, COVID had already started, but we did a second round of testing in 2020, 21, and I'll get to that in a moment. What we did later discover is that Montreal was erroneously taking samples
from the sanitary sewer pipes. And the way we know that is, as mentioned, there's some streets that don't have the rainwater sewer, and they found contaminants on those streets. And we realized, well, it's impossible because we know exactly where the pipes are. They do, but so they're experts on a few cases. We're testing streets that don't even have stormwater sewers. But nonetheless, we did a second round of testing, and I'll get to that. Oh, but sorry, before I do, so just as Louise mentioned, so around that time, they were discovering larger numbers in terms of contamination. And at that point, they set up a temporary connection. So this is a view of the connection that's put in place. So this is to bypass from the stormwater to the sanitary. So this is in effect and here's a different view, what was put in place temporarily, and we hope it'll be temporarily, and we hope it'll be removed once all the cross connections are remedied. But in the meantime, this is what is there in place, as Louise mentioned, that is causing the river to be dry. And this was done, just looking at the date, so this is February 2020. So now just to keep going, so 2020-21, as mentioned, the city did a second round of testing. So we got CMO back and asked them to do a second round of testing. Now, we expanded the testing because the first round was done only on homes and duplexes. So what we realized is, well, let's expand it, and we included apartment buildings. We included all different companies and so on. So after doing the second round of smoke and dye tests, we found the same 2 duplexes, which we had originally found. We also found 1 apartment building, a smaller apartment building. And we found 1 park bathroom, which was actually not originally there. Just to maybe give some rough details, the bathroom was not originally there. It was an addition. And it seems that the contractor that the city had hired to add the bathroom connected it to the wrong system, but that has since been repaired. And in terms of the rough costs, we estimate the cost to repair for each duplex or home. We estimate it to be about $7,000 to $10,000, and for apartment building about $15,000 to $20,000. And as an example, it cost the city of Côte Saint-Luc $16,500 to repair the cross connection in the park, where we realized, of course, it was it was the city error, and we corrected that one right away when we discovered it. In terms of next steps, so as mentioned, we did the second round of testing. We're still actually waiting on 4 homes and duplexes where we have to do the dye test. So to do the dye test, as I mentioned, a technician has to go into the home of the resident. They have to put the dye in their toilet. There's another technician who's working under the streets and checking the stormwater pipes. So we've had 4 residents where they refused entry to our technician because of COVID, COVID concerns. Now we're hoping, as more and more people are vaccinated, we're hoping that will be remedied soon, and we'll be able to have that these homes will allow our technicians to enter very soon, and we'll hopefully be able to rule out those 4, because we're, as mentioned, we want to double check and triple check to make sure we're doing it correctly. We also found 3 sections of pipe where there may be possible infiltration. And this, as I mentioned before, is where you have 2 pipes that are parallel. You have the sanitary, which is directly above the stormwater pipe. And it's possible that, given these pipes are, for the most part, put in place in the 1950s and 60s, that there might be some small cracks in both pipes, and some of the water may have seeped from the sanitary into the stormwater. So this will be repaired either late 2021 or early 2022. And this is part of what we call the TEC grant, the TCQ grant. And this is a grant that all cities get from the provincial federal government, which comes out of the gas tax. So we're just finalizing the process with the Quebec government that oversees it. So that should be done. It's a sleeving process where a liner is put in the pipe. So far, the city of Côte Saint-Luc has actually, we've lined about 25% of our pipes, at least our drinking pipes, and many of our sewer pipes as well.
over the years, and we're actually a leader in this process. And also in terms of next steps, is assessing the total cost for the repair and deciding on amount of grant for the property owners to do the repair. So the city councilors have agreed in principle to a grant to help owners. We're still waiting to see the exact numbers and costs, but the goal is to allow let's say to give the homeowners or property owners a grant so that they can get the repairs done as quickly as possible. We hope to get a grant from Montreal to offset those costs as well, but that hopefully will be coming. And the goal is to have these repairs done as quickly as possible. And ultimately, the hope is that the temporary connection can be removed and the stormwater can again flow into the St. Pierre River, and it can be returned, as much to its original use as is possible. Before I conclude, I also I want to recognize the presence of one of my fellow councillors, Dita Burku, who's in the background on Zoom, who's the councillor for District 3. So welcome, Councillor Burku, who's been a strong ally for Meadowbrook for many, many years, and is my mentor, if I can say that, on council. That's it for my presentation, and I'll take any questions. Thank you, Mr. Erdely, and welcome, Mrs. Councillor. So is there any question about this presentation? Yes, Mrs. Burku? Oh, pas une question. Est-ce que quelqu'un a une question? C'était très technique, mais c'est important Madame aussi Legault. Je pense que vous ne voyez pas Madame toutes les Legault, mains levées. En fait, as il y a 3 personnes qui ont la main levée en ce moment. Donc, je vois Diane qui a mis son doigt. David, Madame tu dis Madame Legault Legault? has a question. Parfait. Commençons par Madame Legault. Oh, Louise, il faudrait ouvrir le micro, s'il te plaît. OK, correct. Alors, je tiens d'abord à remercier M. Erdely. Ça prenait quand même un certain courage. Et je tiens aussi à commender la ville de Côte-Saint-Luc qui a fait un bon boulot, je pense. OK. J'ai seulement une question, c'est, est-ce qu'on a une idée des niveaux de contamination? Puis, est-ce que ce qu'on a trouvé résout le problème? OK. Alors, je You want me to do vais... that in English? Je peux répondre en français et en anglais. Alors, en termes des niveaux du problème, je n'ai pas les chiffres devant moi, mais nous espérons qu'une fois qu'on va régler nos problèmes, ça va beaucoup améliorer la situation. En termes de... on est en train de réparer les raccordements inversés ou les raccordements croisés sur le territoire de la ville de Côte-Saint-Luc. Ça peut être qu'il y a aussi des raccordements croisés sur le territoire de la ville de Montréal-Ouest. Alors ça, j'ai pas une réponse sur ce sujet-là, mais on espère que s'il y a des raccordements inversés sur le territoire de Montréal-Ouest, ils vont aussi faire les réparations. Okay. Merci. Ah, de rien. Donc, Monsieur Bergeron? Merci. Merci beaucoup pour votre présentation, Monsieur Erdely. J'ai trouvé ça extrêmement instructif. C'était la première fois qu'on m'expliquait avec autant de détails techniques la complexité de la situation. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai 2 questions. Une question d'ordre un peu plus... disons, est-ce que, je reviens sur les différences entre les chiffres mesurés par la ville de Côte-Saint-Luc et l'estimation du nombre d'habitations touchées avec les études de Montréal. Selon vous, si on règle le problème avec les quelques habitations et les quelques
les quelques constructions que vous avez identifiées vous-même sur le territoire de Côte-Saint-Luc, est-ce qu'on va régler 100% du problème de pollution du ruisseau? Alors, je peux pas dire, je n'ai pas une réponse que je peux dire à 100%, mais pour nous, le but, c'est de régler les problèmes sur notre territoire. D'accord, ouais, je comprends. En termes de la ville de Côte-Saint-Luc, on a fait les tests de fumée, les tests de colorant 2 fois pour toute la ville. Alors, est-ce qu'on peut être sûr à 100% qu'on a trouvé tous les problèmes? Je ne peux pas dire oui, mais on a pris beaucoup de temps. Notre département d'aménagement urbain, d'ingénierie, a pris beaucoup de temps en termes d'étudier les études qui étaient faites. Alors, on est très certain qu'on va régler les problèmes très bientôt. Comme je disais, en termes de la ville de Montréal-Ouest, je ne peux pas répondre parce que on est des villes défusionnées. On partage un peu d'informations, mais je n'ai pas de l'information sur ce qu'ils font maintenant. Alors, mais pour nous, notre but, c'est d'essayer de régler le problème aussitôt que possible. Vous m'avez ouvert une porte. Si vous permettez, je vous pose une autre question très rapide. Oui. Justement, par rapport à la circulation de l'information entre les 3 municipalités concernées, quelle est votre appréciation de la communication qui existe entre les 3 municipalités et est-ce que l'une ou l'autre de nos organisations peut faire quelque chose pour aider à résoudre le problème, peut-être justement au niveau de la communication et la collaboration entre les 3 municipalités? C'est une bonne question. En termes de la communication avec la ville de Montréal et Côte-Saint-Luc, je pense que c'est très bien. Ils nous donnent beaucoup de l'information. Il y avait, comme je disais, il y avait des problèmes en termes de leur étude et ce qu'on a fait. Parce que, comme je disais, il y avait certaines rues qu'ils ont trouvé des contaminants, mais c'était des égouts sanitaires et non des égouts pluviales. Et on sait parce que nos experts sont allés voir et ils disaient que c'est impossible parce qu'il n'y a aucun égout pluvial sur ce rue. Alors, c'est impossible de trouver. En termes de Montréal-Ouest, je n'ai pas une réponse, mais je peux dire que pour la ville de Côte-Saint-Luc, on est, comment je peux dire, on est un peu plus grand que la ville de Montréal-Ouest. On est beaucoup plus petit que la ville de Montréal, mais on a dépensé, il fallait dépenser de l'argent. Quand on a fait les études en 2018, ce n'était pas dans le budget. Alors, c'était dans le milieu de l'année, ce n'était pas dans le budget. Alors, le conseil municipal devait décider de prendre un peu de l'argent de notre surplus. Alors, c'était une décision à ce temps-là. Au début, on pensait que ça serait à peu près 50 000 pour faire les études. À la fin, c'était à peu près 30 000 pour faire toutes les études. Alors, on avait assez d'argent pour dépenser ce montant pour faire les études. Mais Montréal-Ouest est un peu plus petit. Alors, je ne sais pas si peut-être ils n'ont pas assez d'argent aussi pour faire, parce que ça, juste pour, comme je disais, pour faire une réparation, ça a pris 16 500 $. C'est, pour la ville de Côte-Saint-Luc, c'est un montant, mais c'est quelque chose qu'on peut régler. Montréal-Ouest est plus petit, alors je ne sais pas en termes de leur budget si c'est compliqué, mais c'est à vous de prendre les prochaines étapes. Merci à vous deux. On est un peu à court de temps, mais je veux juste donner l'opportunité. C'est rare que des citoyens peuvent parler à un élu aussi intimement. Donc, si vous voulez donner vos questions en rafale, après M. Ardelaye pourra répondre. Donc, j'inviterai Mme Catherine Vallée et ensuite M. Garrett Richards. Oui, je suis Catherine Vallée. Je me demandais si Montréal-Ouest avait signifié son intention ou une volonté de faire les mêmes tests que Côte-Saint-Luc. Est-ce que
d'abord, est-ce qu'ils sont intéressés? Est-ce qu'ils prévoient faire ça dans l'avenir? Donc, c'est un peu ma question. C'est ça. Merci beaucoup. On va passer à Garrett Richardson. Il ne semble pas avoir de commentaires. Okay. Donc, je vais juste Sorry, donner I needed to unmute. Sorry. Okay. Thank you for the presentation. I just wanted to know whether there's any way of establishing whether the level of cross contamination relates to the level of contamination in the river. In other words, is it possible to know how much of the problem is due to Coats-Saint-Luc and how much is due to Montreal West? très brièvement, M. Ardelin. Okay, so the answer is I would say there's no way of knowing. Like I said, as you saw on the map, one of the maps I showed, it's a common pluvial or common stormwater sewer that is fed by part of Côte-Saint-Luc, part of District 3, District 4, and part of Montreal West. So I would say it's not possible to tell, which parts are from Côte-Saint-Luc, which parts are from Montreal West, and what percentage is. So I would say it's not possible. At this point, the goal is to try to do what we can on our side and hope that, they will as well. And the goal is to try to get it done as quickly as possible. I would say once Côte-Saint-Luc is done, and if there's still contaminants, then obviously we can assume that it's from Montreal West only. Although, as mentioned, the studies are, I don't want to say they're 100%, but they're very close. My background is originally in math and science. I would say there's very few tests or studies that are 100% accurate. But I would say from what we understand, especially given that we did the testing twice, I would say the tests are fairly accurate. Okay, thank you. Merci beaucoup. Il y a d'autres personnes qui ont des questions, notamment Mme Chenevert qui voudrait parler pour Montréal-Ouest et Mme Delaney. On va seulement les garder pour la fin si ça ne vous dérange pas, parce que c'est l'heure du break pour notre interprète. Donc, on va tous prendre 2-3 minutes de break, de pause, pardon, puis la laisser souffler un peu. On se retrouve à 7h30. Then we can get rid of the temporary, but you can't.
Donc, nous allons reprendre. On a vu vraiment là, un cas local, puis il y a beaucoup d'intérêt, puis on est content vraiment de pouvoir lui donner une représentation, mais on voudrait aussi le mettre en contexte. En fait, au Sierra Club, c'est quelque chose qu'on essaie de faire, mettre le global en relation avec le local, puis aussi toucher la question du droit, qui est tellement nébuleuse pour tout le monde d'entre nous qui y sont soumis. Donc, on va commencer par un vidéo d'un documentaire, un court extrait pour mettre le tout en contexte. Our minuscule brain cannot perceive what is the might and sophistication of nature. Yet, without me needing to understand everything, the world exists. The land is not real estate. You own real estate. That there is land and nature and nobody owns that. This idea of time. My brain can stretch back 30 years. The land's millions. And I get to be connected to that. Since the dawn of the Industrial Revolution, humans have viewed nature as a resource from which to extract commodities: fish, energy, minerals, timber. Nature is also seen as a place to dispose of waste, often without considering the impacts it may have on the human condition, whose lives depend on a healthy ecosystem. Today, these environmental challenges continue, but a new idea, pulled from ancient indigenous practice, may provide the earth with a rights-based solution. You are the child, and that land out there, that earth mother of yours, is your parent. No human owns your mother. Ecuador, a land known across the globe for its untouched ecosystems. Each year, hundreds of thousands of tourists travel to experience the country's rainforests and rivers, as well as the exotic Galapagos Islands. In Ecuador and across much of South America, the idea of Mother Earth, or Pachamama, as it is known in indigenous Andean cultures, has a presence in everyday life. There is no distinction between human and non-human nature. Para los indígenas, la naturaleza es la madre tierra, la Pachamama. Y eso no representa una suerte de metáfora, es una realidad. Hay mucho que aprender de las comunidades ancestrales. La confirmación de ciertos elementos de la naturaleza que ya se conocían milenios atrás. Antes que el reconocimiento a la naturaleza, creo que debe haber un reconocimiento profundo hacia las comunidades ancestrales. Y creo que ese es el punto de partida. It is at this starting point that in 2008, the Constitutional Assembly of Ecuador considered taking a new approach to their political view of nature, as not just a resource, but as a living entity capable of being legally represented. En el caso de Ecuador, la Constitución del Ecuador ya contenía el reconocimiento al derecho a un ambiente sano en su versión anterior. En el año 2008 se decide avanzar un poco más y se decide este reconocimiento de los derechos de la naturaleza, y allí se articulan tanto las miradas de diferentes pueblos indígenas como también las organizaciones ambientales. For decades, Ecuador has struggled to protect its natural areas. Mining, oil drilling, even tourism are endangering some of the most biologically diverse places on the planet. Este es un país que los 10 años pasados ha vivido por unos procesos de conflictividad ecoterritorial muy fuerte, ¿no? Porque al implantar los proyectos mineros o petroleros o agroindustriales han habido como muchas tensiones por la gente que habita tradicionalmente esos territorios. Ecuador's Yasuni Biosphere Reserve in the Amazon Basin sits on a multi-billion-dollar oil deposit. It also happens to be home to the Waorani indigenous people.
numbering less than 3,000, with some clans living an isolated existence. You know, the whole rights of nature, indigenous rights interface is particularly relevant in a place like Eastern Ecuador, where indigenous people are basically living fairly traditional lives in a way that's pretty similar to 1,000 years ago. Their absolute demand is that their resources be held intact. And if they're not, then they themselves disappear. And so the human rights and the nature's rights really are one unit. Más que nada teniendo en consideración que lo que hasta ahora ha ido sucediendo con el derecho ambiental no ha generado resultados sumamente positivos, sino que más bien la crisis ecológica sigue agravándose cada día. Entonces lo que me parece interesante de los derechos de la naturaleza es una gran oportunidad para empezar a pensar que no existe una única forma para tratar de abordar la crisis ecológica. La naturaleza no es un objeto que se explota y se maltrata, sino que es un sujeto que se cuida y se respeta. Entonces es un cambio muy radical de pensar a la naturaleza como de objeto a sujeto. The idea of nature itself having rights has existed among indigenous peoples for centuries. In 1949, American conservationist Aldo Leopold echoed the idea in his book, A Sand County Almanac. In it, he proposed a vision for a healthier human relationship with nature, writing that conservation is a state of harmony between men and land. He felt that eliminating the artificial boundary between people and nature would open doors to a new understanding. In 1972, American law professor Christopher D. Stone published Should Trees Have Standing?, which at the time presented the nearly inconceivable idea that rights be given to forests, oceans, and rivers. That same year, Supreme Court Justice and outdoorsman William O. Douglas made headlines when he issued a dissenting opinion based on Stone's article in the 1972 Sierra Club versus Morton case, stating that environmental objects should be able to sue for their own protection. Even though legal systems that govern the Western world are now slowly coming to consider the rights of nature concept, indigenous beliefs came to the table in 2008 during the Ecuador constitutional debate. Voilà, c'était l'extrait que je voulais vous présenter. Je vais maintenant commencer ma présentation. Donc, l'extrait qu'on vient de voir est tiré d'un film qui s'appelle « Les droits de la nature, un mouvement global » et ça a été produit en 2018. Donc, l'Équateur a été le premier pays à reconnaître dans sa constitution la nature comme étant une entité juridique. Ils sont très fiers en fait d'avoir apporté ça au monde. La Bolivie, l'année suivante, a empiété le pas et a reconnu Pachamama, l'entité de la nature, comme ayant le droit de se protéger et de se défendre, et on l'entend dans le sens d'une représentation en justice. J'ai essayé de vous dresser un portrait vraiment non exhaustif des droits de la nature dans le monde parce que c'est étonnant à quel point c'est répandu, puis à quel point on est pas mal inculte au Canada par rapport à ça. C'est comme si on vivait sur une île séparée. En 2010, à l'ONU, il y a eu des discussions importantes par rapport à une déclaration universelle des droits de la mère-terre. Ça n'a pas amené à rien de concluant, mais ces discussions-là sont toujours soutenues. En fait, si vous allez à l'adresse courriel indiquée, vous allez voir la possibilité pour vous de soutenir l'adoption d'une telle déclaration, puis de soutenir l'adoption de droits pour la nature dans la Convention sur la diversité biologique, ce qui n'est pas le cas actuellement. La même année que ces discussions-là avaient cours à l'ONU, la Cour suprême aux Philippines, donc pas le législateur, mais vraiment la Cour, le tribunal, a changé par un truc qu'on ne s'attend peut-être pas. Il
ils ont réduit leur demande de preuves. Dans le fond, pour protéger la nature, on n'avait plus besoin de faire la preuve qu'il y avait un dommage à l'intégrité des humains, que cette atteinte à l'environnement-là nous causait du dommage. C'était possible de protéger la nature et d'ester en justice simplement pour le fait de son dommage à elle. Donc, ça l'a aussi permis plus de droits pour la nature. Quelque chose qu'on ne sait peut-être pas ou qu'on n'entend pas parler, c'est que c'est depuis 1950 en Inde que les droits de la nature sont représentés dans la Constitution. C'est un devoir pour tous les citoyens et les États à l'interne de l'Inde de protéger et d'améliorer l'environnement naturel, qui inclut notamment les forêts, les rivières et les animaux sauvages. Et on ajoute que pour les citoyens, bien sûr, car c'est l'Inde, c'est un devoir d'avoir de la compassion envers toutes les créatures. Une approche un peu différente au Vietnam et en Ukraine, on y va par le pénal et le criminel. Donc, c'est peut-être pas étonnant compte tenu de l'histoire de ces pays. Au Vietnam, le code pénal énonce que la destruction de l'environnement naturel commis en temps de paix ou de guerre constitue un crime envers l'humanité. Quand on pense qu'il y a encore beaucoup d'enfants au Vietnam qui naissent de façon difforme, qui vont mourir très jeunes et qui ont très peu de capacité, simplement à cause des dommages causés par l'envahisseur, on peut comprendre. Ils ne sont pas dédommagés aussi, c'est à mentionner. Donc, en Ukraine, c'est dans le code criminel. Donc, on n'appelle pas vraiment une condamnation à l'international, mais une condamnation à l'interne. On énonce que la destruction en masse de la flore et de la faune, l'empoisonnement de l'air ou de l'eau, ou toute autre action pouvant être la cause d'une catastrophe environnementale sera punie d'un emprisonnement entre 8 et 15 ans. Voilà. Donc, en 2017, 4 rivières dans le monde obtiennent un statut juridique. La rivière Atrato en Colombie, le Gange et le Yamuna en Inde, ainsi que le je ne vois pas parce que mon écran est coupé, mais Wanaganui en Nouvelle-Zélande, qui est la rivière dont dépendent les Maoris, et qui est représentée aussi dans le documentaire. Si vous le continuez, je pourrais vous envoyer le lien. Et il y a aussi la ville de Mexico qui a ajouté à sa charte des droits pour la nature cette même année. L'État du Mexique, appelé Guerrero, en 2014, l'avait fait avant elle. L'année suivante, en Colombie, après avoir reconnu une rivière, les cours reconnaissent la région de l'Amazonie tout entière comme étant une entité juridique et ils somment le gouvernement de la protéger mieux qu'ils font, de la restaurer et aussi d'arrêter la déforestation qu'elle subit. Ça n'empêche pas ce qui se fait au Brésil, mais tous les États contigus peuvent contribuer. En 2019, donc il y a seulement 2 ans, aux États-Unis, le Grand Lac Erie qui borde les côtes de l'Ontario a été reconnu. C'est le premier écosystème aux États-Unis qui a été reconnu comme entité juridique. Ça comprend le Grand Lac, toutes ses tributaires et toutes les espèces, non qui y vivent, mais qui en dépendent. C'est vraiment une première. Et on le doit à la tradition de démocratie directe qui existe aux États-Unis, que les communautés ont vraiment la chance de pouvoir, par biais de référendums ou de journées annuelles de révision du budget, peuvent s'exprimer. Et de cette façon-là, il y a de multiples communautés qui ont réussi à bloquer des projets de développement qui faisaient une atteinte à l'environnement puis à la santé des populations, mais c'était la première fois qu'on allait aussi loin. Qu'en est-il pour le Québec? Au Québec, on vit un peu entre le passé et le présent. Donc, on parle surtout de la notion d'environnement. C'est ça qui est dans les lois. Toutes les normes ont trait à ça, les normes vraiment juridiques qu'on dit du droit positif, donc du droit formel. Ces normes-là, ils régulent le niveau de destruction qu'on peut faire plutôt que de vraiment accorder des droits de protection. Puis, ils permettent aussi de compenser cette destruction-là. Mais ça, c'est quand ils sont appliqués. Il y a des articles de journaux scandaleux qui paraissent par rapport au ministère des Forêts, au ministère de l'Environnement. Et sur le terrain, on voit aussi par rapport au ministère des Transports à quel point le gouvernement lui-même n'applique pas ces protections-là. Donc, notre droit est issu d'une conception que la nature, ce n'est pas une entité. Ça n'existe pas comme ça. C'est un bassin. Dans le bassin, il y a comme plein de balles avec lesquelles on peut jouer. C'est tout des... Dès qu'on peut saisir quelque chose, ça devient un objet.
puis on peut se l'approprier, on peut l'exploiter. C'est une vision qui est tirée du droit romain, qui date de 2500 ans. C'est ça qui a permis notamment la colonisation quand pas les envahisseurs, mais les colonisateurs sont arrivés avec l'idée que si ce n'était pas approprié selon le système en place, ben, c'était propice à l'appropriation. Il y a aussi une hiérarchie du droit, donc on n'aurait pas les communautés le même pouvoir qu'aux États-Unis pour émettre des normes, mais c'est encore drôle, mais théoriquement, on doit se soumettre à ce code civil-là, mettons, qui est supérieur à tout ce qu'on pourrait faire, nous, en tant que communauté. Pourtant, il y a la notion de personne morale qui est à notre code civil, puis ça, c'est défini par une loi. C'est une loi qui va définir c'est quoi une personne morale, donc peut-être que c'est un levier. Comme une personne morale, ça détient les mêmes droits qu'une personne physique, mais ça peut être une entité imaginaire. On l'a vu, des organismes, mais aussi des compagnies sont des personnes morales. Puis il y a la notion de représentant ou de gardien qu'on entend souvent par rapport aux écosystèmes, aux peuples autochtones sur le territoire. Donc, ça existe déjà, ça, dans notre droit, qui peut avoir des gardiens pour des personnes qui ne sont pas capables de se représenter en justice, que ce soit un bébé naissant ou quelqu'un qui n'a seulement pas les capacités de le faire. Donc, on dit que le Québec est entre le passé puis le présent ou l'avenir. C'est quoi le passé? Tout le droit qui régule nos vies puis qui limite parfois la protection qu'on peut faire puis les décisions, les stratégies, c'est basé sur des faussetés. C'est basé sur la dépossession des peuples autochtones. Puis il y a un TEDx qui est très intéressant que je vous invite à aller voir, qui est très court, qui s'appelle Decolonization is for Everyone. Pardon d'avoir changé de langue. Ensuite, il y a la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui a été adoptée en 2007, mais comme on le voit autour de nous, les articles qui sont écrits prennent toujours pas effet dans notre vie quotidienne, même si on voit quand même une progression. Il y a notamment 2 cas sur le terrain, le pipeline Keystone, donc dans l'Ouest, où la Cour n'a pas voulu accorder une injonction, même si ça traversait des territoires non cédés autochtones, pour empêcher sa construction. Puis il y a aussi le mouvement 1492 Land Back Lane en Ontario, qui cherchait à prévenir du développement résidentiel, je crois, sur des territoires non cédés autochtones. Mais le leader un peu du mouvement, Skyler Williams, s'est fait donner une amende vraiment dissuasive par la Cour à la suite de ça. Donc, notre droit n'a toujours pas corrigé ce rapport-là, qu'on peut définir d'ethnocentrisme. C'est une conception en psychologie sociale qui a rapport à la définition de certains groupes. Donc, j'ai mon groupe d'attache, il y a l'autre groupe, puis mon groupe, soit il est supérieur, soit il a tout simplement raison. Fait que c'est pas quelque chose qui permet vraiment le dialogue. Il y a aussi, il faut que je fasse vite, mais il y a aussi dans le droit britannique, ce qu'on voit dans la littérature comme étant l'appropriation des communs. Donc, que des personnes qui avaient déjà un privilège ont privatisé les ressources qui étaient communes pour augmenter leurs privilèges. Puis ça l'a fait énormément, en fait, de morts et de situations d'injustice. Puis ça l'a fait le droit avec le droit de propriété qui est si important qu'on voit aujourd'hui. Et finalement, le droit qu'on hérite du passé nie ce que nous sommes comme entité vivante, de quoi nous sommes composés, combien de millions d'années ça a pris pour une toute petite entité cellulaire à donner ce qu'on est aujourd'hui, puis qu'on est intrinsèquement, qu'on fait partie en fait même du paysage qu'on voit, qu'on interagit avec l'air, qu'on est l'air. Tout ça, c'est pas pris en compte non plus, ce que Mme Legault mentionnait, l'échelle temporelle de toute cette nature-là, que c'est des milliards d'années. Nous, on est là en tant qu'entité pour quelques années, une centaine d'années, puis en tant qu'espèce aussi pour une virgule dans ce temps-là. Donc, c'est assez erroné, dans le fond, comme vision. Pour l'avenir, qu'est-ce qu'on peut espérer? Bien, il y a des théoriciens au sein même du droit qui donnent beaucoup d'espoir. C'en est un que j'estime beaucoup, un professeur à la faculté de droit à l'Université de Montréal depuis 1989,
Il a été directeur du Centre de recherche en droit public ainsi que du CERIUM, le Centre de recherche en droit international de l'UDM. Et il a remporté le prix de la Fondation du barreau du Québec en 2009 pour cet ouvrage dont j'ai mis des extraits. Donc, lui, il parle qu'il y a vraiment une crise de la souveraineté de l'État, que des acteurs comme Mme Legault, c'est des acteurs qui cherchent à prendre aussi de l'espace normatif. Puis, on l'a vu avec la rivière Mactaille, peut-être Mme Legault, vous ne vous sentez pas assez soutenu, mais si on est vraiment beaucoup de citoyens, ça va être un acteur aussi privilégié pour avoir le dialogue. Puis que c'est très difficile pour un système en place de juger de la pertinence de sa propre réforme, que ça fait de lui la juge et partie. Mais que dans le futur, ce qu'on peut espérer, c'est vraiment la figure du réseau qui semble géographiquement répandue, qui semble être la façon dont on fait nos échanges, la façon dont notre économie fonctionne de plus en plus, mais la façon dont notre droit ne s'est pas encore adapté, puis aussi l'internormativité, donc d'avoir plusieurs structures qui ont des dialogues en commun. Donc, je termine là-dessus. C'est un peu comme si notre droit se voulait complet, la complétude de tout ce qui existe, mais c'est pas vrai. Il n'y a aucune personne, puis il n'y a aucune source ou doctrine qui peut être la vérité complète, puis laisser tomber le reste. Et ce qu'on voit sur le terrain, c'est un ensemble de luttes, un peu comme disait le film, une lutte pour la justice sociale qui est entremêlée avec... il parlait surtout des droits pour la nature entremêlés avec la lutte des peuples autochtones pour leur autodétermination et le respect de leur mode de vie. Mais on voit aussi des liens avec le mouvement Black Lives Matter et la défense des minorités et juste les communautés qui cherchent à recréer les communs ou à défendre le milieu où ils vivent, dans l'entremêlement aussi avec la justice sociale, qui sont toutes des sources de normativité qui vont, on l'espère, là, puis ça dépend de nous, interagir avec le droit en place puis apporter des changements, espérons-le pour les élections municipales de novembre. Donc, si on arrive à avoir cette diversité culturelle-là dans le droit, peut-être qu'on sera plus à même de protéger la diversité biologique. On n'a pas tellement de temps pour des questions, fait que je vais tout de suite demander à notre dernière panéliste de présenter. On a le grand honneur de l'avoir, puis je veux qu'on prenne bien le temps de l'entendre. Donc, professeur Gidrol Mistral. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Alors, j'avoue que je ne sais pas trop comment je vais pouvoir aborder les choses. Je peux peut-être essayer déjà de vous expliquer la perspective juridique pour un civiliste au Québec, parce que on peut aller voir effectivement ce qui se fait dans les autres pays et notamment beaucoup en common law, mais on n'est pas lié par les mêmes concepts et par nécessairement la même tradition juridique. Alors, ce n'est pas toujours évident de traduire en fait un concept dans une langue, mais aussi dans une culture juridique différente. Donc, moi, j'enseigne à l'Université du Québec à Montréal le droit des biens et mes recherches m'ont amené à creuser un petit peu cette question d'un droit des biens qui est un peu vieilli, qui est très, en tout cas, anthropocentré et qui répond peut-être mal aux exigences aujourd'hui de protection de la nature, mais je le réfléchis quand même à partir de notre héritage juridique, donc du droit civil, qui doit composer un peu avec son histoire, sa culture, ses concepts. Alors, je vais essayer peut-être, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, d'aller assez vite. Donc, je vais prendre peut-être 3 concepts essentiels du droit civil qui vont peut-être vous faire comprendre que oui, on peut imaginer plein de choses, mais qu'on se trouve souvent confronté à ces concepts malgré tout et qu'il va falloir qu'on réfléchisse à une manière petit à petit d'étendre ou de changer de paradigme, d'étendre ces concepts pour finalement arriver à prendre en compte les préoccupations environnementales. Puis je vais vous parler, je pense que c'est pour ça surtout que vous m'aviez demandé d'intervenir, de 3 techniques juridiques qu'on utilise au Québec qui montrent quand même qu'on arrive à faire avec nos instruments juridiques des choses. Mais mon propos, bien évidemment, il est
centré complètement dans une perspective de droit civil, donc qui est finalement focalisé sur du droit privé. Donc on n'est pas dans du droit public, on n'est pas dans du droit international, et on est vraiment lié par un droit privé gouverné dans le Code civil du Québec par la propriété. Alors c'est ce premier concept, peut-être que je vais vous expliquer rapidement. La propriété dans effectivement un modèle civiliste. Alors on parle beaucoup du droit romain, mais c'est moins la faute du droit romain que du siècle des Lumières et de la philosophie des Lumières qui ont lié presque irrémédiablement la liberté et la propriété, faisant de la propriété finalement quelque chose de sacré dont on ne peut pas se passer et qu'on défend ardemment. Et donc, cette propriété, effectivement, qui est très différente de la propriété de common law, qui est plutôt vue comme un faisceau de droit, on pourrait dire, c'est vraiment une propriété qui présente le propriétaire comme un souverain sur son terrain et qui, bien évidemment, est dans une relation, puisque le film en parlait, sujet-objet. Donc, le propriétaire, c'est le sujet de droit, c'est celui qui agit, c'est celui qui a la volonté, et la terre est l'objet de droit, et elle est souvent vue comme quelque chose de corvéable. En fait, on ne la voit que par le prisme de l'intérêt égoïste du propriétaire. Alors, ça a un peu changé quand même. De plus en plus, le Code civil va limiter les pouvoirs du propriétaire, mais ces limites au pouvoir du propriétaire, je verrai quelques-uns de ces instruments dans quelques instants, sont quand même assez peu contraignants finalement pour les propriétaires. Puis il y a toujours la différence entre ce qui existe et est-ce qu'il est possible de les mettre en place. On pourrait reparler de la personnalité juridique des fleuves ou des rivières. Il peut y avoir une déclaration d'intention. Est-ce que juridiquement, devant les tribunaux, ça va avoir un poids? C'est moins sûr. Alors, il faudrait effectivement peut-être avoir une vision de la propriété plus sociale. Il y a certains auteurs qui y ont réfléchi depuis longtemps, même si ce n'est pas une conception qu'a le Code civil du Québec et encore moins notre Constitution. Il y a certains pays qui reconnaissent la fonction sociale de la propriété, par exemple en Allemagne ou au Brésil, et où on peut du coup intervenir et faire valoir cette fonction sociale de la propriété devant les juges. Ici, on est un peu plus limité parce que ça n'existe pas. Donc ça serait le premier moyen. Donc moi, je travaille beaucoup sur ces enjeux. Est-ce qu'on peut essayer, non pas de mettre à la poubelle le modèle de la propriété individuelle, parce qu'on en a besoin et qu'il fonctionne partiellement, mais est-ce qu'on peut, à côté de ce modèle dominant, admettre d'autres modèles de relation au bien? Et c'est là où le droit civil, effectivement, vous avez raison, est un peu hégémonique, parce qu'il a du mal à envisager d'autres relations aux objets que ceux que lui-même a énumérés. L'autre concept essentiel du droit civil et qui pose vraiment le débat sur l'angle justement de la personnalité juridique, c'est la personne. Puis vous avez évoqué, Mme Legault, la personnalité juridique éventuellement pour la rivière. Vous avez parlé de la personne morale. Ça paraît être un instrument intéressant, mais il faut savoir que la personne, c'est un concept du droit civil qui a une définition bien particulière et qui a aussi un régime bien particulier. La personne, oui, vous avez raison, c'est une fiction. On a des personnes morales donc, qui n'ont aucune corporéité, donc qui sont des pures créations, mais malgré tout, ces personnes, elles ont une voix sur la scène juridique parce qu'elles ont un patrimoine. Elles ont un patrimoine qui leur permet justement d'être propriétaires de biens, mais qui leur permet aussi de voir leurs responsabilités engagées. Et c'est toujours ça la difficulté, c'est qu'avec les droits qui sont attribués aux personnes, viennent aussi les obligations. Et c'est là souvent que la thèse de la personnalité juridique va faire échec. Alors, certains auteurs, par exemple Marie-Angèle Hermite en France, elle va passer par le sujet de droit en disant peut-être qu'on peut dissocier la personne juridique, qui est une technique du droit civil, du sujet de droit, et puis admettre qu'on peut avoir des sujets de droit qui n'ont pas la personnalité juridique parce qu'elles n'en ont pas besoin,
Ce dont on a besoin, c'est qu'elles aient une voix en justice. Et pour ça, peut-être être sujet de droit suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir la personnalité juridique. Mais là encore, les débats sont loin d'être clos, puisque généralement, on associe sujet de droit et personne juridique. Le dernier concept qui nous pose problème, donc c'est vraiment les trois concepts principaux du droit civil qui forment le droit commun au Québec, c'est les obligations. Donc propriété, personne, obligation, puis ces trois concepts sont étroitement liés et c'est toujours en lien. Comment est-ce qu'on va imposer des obligations à des propriétaires parce qu'ils sont propriétaires de terrains qui ont des attraits environnementaux important pour la collectivité, c'est pas évident. Certains pays sont passés par la reconnaissance de ce qu'on a appelé des obligations réelles environnementales, mais là encore, c'est le législateur, la majorité du temps, qui va imposer ces obligations. C'est pas des obligations que l'on peut trouver de manière inhérente dans les biens. Alors, on peut y réfléchir. J'ai un projet de recherche actuellement qui essaye justement de réfléchir à la possibilité peut-être d'envisager que certaines choses, de manière inhérente, imposent des devoirs à leurs propriétaires parce qu'elles ont certaines qualités environnementales. Mais c'est vraiment un changement total de paradigme parce que bien évidemment, c'est moins intéressant pour un propriétaire d'avoir des devoirs que d'avoir des droits absolus. Et qui dit devoir dit aussi d'avoir à payer parce que bien évidemment, souvent, c'est des obligations qui vont générer des coûts. Alors, j'ai essayé de simplifier au maximum les trois concepts, mais pour vous montrer quand même qu'on est pris avec des concepts qui, par exemple, n'existent pas en common law. En common law, on n'a pas le même mode de propriété. La personne, le concept de personne n'existe pas en tant que tel. On parle d'intérêt, on a un standing pour agir. Donc, on n'est pas du tout sur le modèle de la personne. Puis, on ne connaît pas vraiment le concept du patrimoine non plus. Alors, c'est plus facile. On ne peut pas vraiment importer ce qui se fait dans les autres provinces canadiennes et aux États-Unis dans le droit civil. Il faut trouver un moyen de le traduire. Alors, on réfléchit quand même à ça. On est beaucoup de chercheurs à réfléchir à ces enjeux, mais c'est long et c'est intéressant de vous entendre parce que ça nous donne aussi des pistes, ça nous donne des idées, puis ça nous donne du soutien. Maintenant, on a quand même des outils. On n'est pas complètement démunis. Alors, je vais vous en donner deux. Des limitations en fait, qui se trouvent dans le droit de propriété. Comme le temps file, je vais en fait vous en parler d'un essentiellement qui n'a pas été vu encore. Donc les deux premiers, vous les connaissez, ce sont deux articles du Code civil, l'article 7 sur l'abus de droit, puis l'article 976 sur les troubles de voisinage. Ils sont connus parce qu'en fait, ils ont fait l'objet d'une saga judiciaire qui est allée devant la Cour suprême et qui a donné lieu à une célèbre affaire qui s'appelle l'affaire Simon du Saint-Laurent, et qui a permis, en quelque sorte, pour résumer, de reconnaître une responsabilité sans faute quand des troubles et des dommages sont causés parfois à l'environnement, mais c'est une interprétation extensive qui permet de sanctionner certains propriétaires qui troublent le voisinage, notamment par des troubles environnementaux. C'était le cas de la cimenterie. Donc ça, c'est une première piste. Il y a une deuxième piste qui peut-être est intéressante, notamment parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'eau. C'est un article qui est moins connu, qui est l'article 982 du Code civil. C'est un article qui est intéressant parce que c'est un article qui permet, et c'est rarement le cas en droit civil, d'agir de manière préventive. Donc, pas une fois que le dommage est là, mais d'agir avant. Et c'est un article qui permet aux utilisateurs de l'eau qui impose plutôt aux utilisateurs de l'eau une obligation de ne pas épuiser et de ne pas polluer la ressource. Or, pour faire simple, en droit civil, on a une règle qui nous précise que l'eau est ce qu'on appelle une chose commune, une res communes. Donc, c'est une chose qui n'est pas soumise au droit de la propriété et qui fait que tous les usagers peuvent se servir de l'eau. Alors, si on interprète extensivement cet article 982, on devrait pouvoir ouvrir un recours à tous les citoyens, puisqu'ils sont usagers de ces res communes, donc leur ouvrir un recours préventif pour empêcher la pollution et l'épuisement de la ressource hydrique. Alors, c'est une piste qui pourrait peut-être être envisagée. Dernière
derniers outils en fait, du droit privé. Donc, ce sont 3 mécanismes qui sont à la disposition du droit civil québécois qui peuvent peut-être permettre de préserver l'environnement, qui sont utilisés soit par des associations de protection de l'environnement, soit parfois par des municipalités, parce que les municipalités peuvent avoir des droits de propriété privés sur certains terrains, et donc elles sont soumises au droit civil du Québec. Donc le premier qui a été mis en place il y a quand même assez longtemps et qui effectivement fait écho à ce qui se passe dans les autres provinces canadiennes, c'est la servitude de conservation. Alors, ça suppose qu'il y a un propriétaire qui, et toutes ces techniques à chaque fois nécessitent au départ la volonté du propriétaire. Donc, c'est peut-être leur limite, c'est qu'il faut un propriétaire au départ qui ait la volonté de protéger son environnement en s'imposant des obligations qui vont entraîner des obligations pour ce propriétaire auquel il ne pourra plus se soustraire. Alors, il n'y a pas beaucoup de propriétaires qui vont faire ce type de démarche, mais quand même, il y en a un certain nombre qui notamment vont mettre en place des servitudes de conservation. Donc, ça va permettre notamment, par exemple, de désigner un organisme de conservation comme étant le bénéficiaire de la servitude de conservation, et cet organisme de conservation va pouvoir finalement surveiller les activités sur le terrain et préserver les qualités environnementales de ce terrain. Alors, il y a beaucoup de difficultés quand même techniques à lever. Donc, comme toujours, il faut une interprétation assez extensive des critères du droit civil, parce que les servitudes de conservation, si elles sont faites au bénéfice d'une association et donc au bénéfice d'une personne, elles deviennent ce qu'on appelle des servitudes personnelles et non pas des servitudes réelles, donc elles ne peuvent plus être perpétuelles. Donc ça peut être un vrai problème pour la protection de l'environnement parce qu'on préfère les institutions pérennes. Et puis, normalement, les servitudes ne peuvent imposer que des obligations de ne pas faire et pas des obligations de faire, en tout cas pas à titre principal. Et souvent, on a besoin d'avoir des obligations de faire à titre principal pour préserver l'environnement, autant que des obligations de ne pas faire. Le deuxième, alors celui-là, il est beaucoup documenté parce qu'il est très utilisé dans les servitudes de conservation, notamment M. Girard, qui a beaucoup travaillé à l'élaboration de ces servitudes de conservation, a beaucoup écrit sur ça, donc si ça vous intéresse, vous trouverez quand même beaucoup d'articles. Le deuxième instrument est un instrument très particulier parce que c'est une institution qui, là encore, emprunte partiellement à une institution de common law, le trust, et donc c'est la fiducie. Et la fiducie, notamment au Québec, la fiducie d'utilité sociale, va être parfois utilisée par les organismes de conservation. Alors, la fiducie d'utilité sociale, elle rompt le rapport avec la propriété. Donc, il faut un propriétaire qui affecte son bien à une utilité sociale et qui, finalement, transfère son bien à ce qu'on appelle un patrimoine fiduciaire. Et ce patrimoine fiduciaire, il est autonome de toute propriété. Donc, il n'est plus question de droit de propriété quand on est dans un mécanisme de fiducie d'utilité sociale. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on supprime la barrière des intérêts égoïstes des propriétaires, de ce qu'on appelle les droits subjectifs, c'est-à-dire des droits qu'on utilise dans son propre intérêt. Donc là, on va basculer vers un mécanisme où ce sera un tiers, un fiduciaire, qui est administrateur de ce patrimoine, détaché de toute propriété, donc personne n'a de droit de propriété sur ce patrimoine fiduciaire, et le fiduciaire va exercer des pouvoirs. Donc il ne va pas exercer des droits subjectifs, il va exercer ce qu'on appelle des pouvoirs stricto sensu, c'est lorsqu'on exerce des prérogatives dans un intérêt qui est extérieur à son propre intérêt. Donc il va exercer des prérogatives pour faire respecter la mission d'utilité sociale. Donc, on voit qu'on est dans un autre modèle que le modèle de la propriété. Et dans le pouvoir, justement, on est gardien et on n'est pas représentant. Là aussi, des fois, c'est des erreurs qu'on fait. Quand on représente, c'est qu'on agit au nom de quelqu'un. Quand on est gardien, c'est quand on agit dans un intérêt extérieur. Donc, on ne représente pas. On est dans un autre registre. Alors, les fiducies d'utilité sociale, elles peuvent être utilisées mais les associations de protection de l'environnement
les utilisent avec parcimonie aujourd'hui parce que finalement, ça coûte cher. C'est-à-dire qu'une fois que le propriétaire a cédé son terrain, lui, il n'est plus responsable, même financièrement. Et donc, il y a quand même des frais afférents à ces terrains, ne serait-ce que les impôts fonciers, les surveillances éventuellement scientifiques qu'il faut mettre en place, les mesures de préservation de l'environnement. Et il va falloir avoir un patrimoine supplémentaire qui s'adosse au patrimoine fiduciaire à conserver, parce qu'on ne peut pas prendre sur le patrimoine à conserver, il faut prendre sur un autre patrimoine pour pouvoir finalement faire marcher cette fiducie. Alors, elle est souvent quand même réservée à des terrains qui sont quand même assez importants et qui peuvent s'autofinancer finalement. Et puis, l'avantage de la fiducie, c'est qu'en principe, si son objet social est assez large, toute personne intéressée par la mission de la fiducie peut agir en justice pour faire respecter la mission du fiduciaire. Sauf que concrètement, on est quand même dans un système où agir en justice, ça coûte de l'argent, ça coûte beaucoup d'argent et que ce n'est pas toujours évident de pouvoir agir en justice. Donc, c'est pour ça que c'est souvent quand même les associations de protection de l'environnement qui vont mettre en place ces actions en justice. Alors, il y aurait beaucoup d'autres questions sur cette fiducie. Puis, le dernier instrument sur lequel moi j'ai travaillé et pour lequel j'ai trouvé deux exemples, notamment la ville de Contrecoeur qui voulait protéger un boisé qu'il a mis en place, c'est le mécanisme de la propriété collective. Donc, ils sont passés par un mécanisme d'indivision, donc une copropriété. Donc là, la ville est restée propriétaire du terrain, mais a permis à une association de protection de l'environnement d'être aussi propriétaire du terrain avec elle. Et elle a affecté à un but durable le terrain. Et donc, l'avantage de ce mécanisme, c'est que l'association de préservation de l'environnement a un véritable pouvoir de propriétaire et peut prendre des décisions. Alors, là encore, c'est limité dans ce cas-ci à des municipalités parce que les municipalités, elles ont l'argent pour acheter les terrains parfois et elles peuvent donc simplement finalement faire venir les associations de protection de l'environnement qui ne débourseront pas d'argent pour être propriétaires du terrain avec la municipalité. Tout se règle par contrat. Si jamais leur association cessait, l'organisme de conservation n'aurait pas de droit au partage du bien et la municipalité resterait entièrement propriétaire du terrain. Mais ça donne quand même des pouvoirs finalement de propriété à des organismes de conservation. On pourrait élargir ce mécanisme à des copropriétés entre personnes privées. On pourrait très bien imaginer que parfois, des propriétaires privés s'unissent pour acheter des grands terrains, affectent ce terrain à un but d'affectation, de préservation de l'environnement. Et cette affectation, l'avantage, c'est qu'elle va lier les propriétaires, elle va en quelque sorte permettre à un intérêt collectif de transcender la somme des intérêts individuels et d'éviter à tous les propriétaires individuels qui sont copropriétaires de ce bien de venir quand finalement la situation ne les arrangerait plus, quand ils auraient envie de faire autrement, d'être liés par cette affectation à but durable. Alors ça, c'est le principe, c'est très joli, mais ce n'est pas évident de faire reconnaître que par sa propre volonté, on puisse s'auto-limiter en droit civil. Pour discuter parfois avec des collègues de cette possibilité, il me trouve un peu hérétique d'imaginer qu'un propriétaire voudrait lui-même finalement limiter ses propres pouvoirs sur les biens. Moi, je pense qu'au contraire, le droit privé a tout à fait les moyens d'être un droit qui peut être altruiste, d'être un droit qui peut être ouvert sur d'autres relations aux biens. C'est sûr qu'au départ, ça suppose une volonté, mais une fois que cette volonté est là, je pense qu'il faut arriver à mettre en place des mécanismes qui vont aider les propriétaires à mettre en jeu leur propriété. Et ça suppose de redonner la parole justement aux communautés, aux habitants, pour que ça puisse se faire ensemble et que le propriétaire ne le fasse pas seul parce qu'il ne pourra pas le faire seul. Et donc, c'est des enjeux qui sont très complexes. Alors, voilà, j'ai essayé d'être ultra rapide parce que je vois que le temps était très compté. Je ne sais pas si
ça peut vous aider à réfléchir. On aurait beaucoup de choses à dire sur chacun des éléments que je vous ai donnés, mais en conclusion, je serais quand même assez optimiste. Je me dis que le droit civil, il a quand même des moyens de résistance, de désobéissance et de rébellion, de résistance d'une propriété tournée qui serait justement tournée vers un modèle d'appropriation plus sociale, et de plus en plus les travaux sur les communs poussent les questions environnementales, poussent les civilistes à s'ouvrir à d'autres types de relations aux biens, de désobéissance aussi un peu, il en faut. Il faut qu'il y en ait qui commencent pour que finalement ça prenne. Et donc d'un droit des biens qui va s'acculturer, qui va s'ouvrir à l'autre, qui va s'ouvrir justement aux autres pratiques, aux communautés autochtones, avec plus ou moins d'adresse et d'audace justement pour se renouveler. Et puis, un droit privé en rébellion, parfois aussi, qui doit admettre que la propriété n'est pas un tout, n'est pas complète, et qu'il faut abandonner, en tout cas, l'hégémonie de ce modèle individuel et exclusif du propriétaire souverain. Encore une fois, l'abandonner, ça ne veut pas dire le mettre à la poubelle, ça veut simplement dire reconnaître une pluralité des modèles qui doit dépendre plutôt des objectifs que l'on veut atteindre et pas simplement des personnes qui sont propriétaires de ces biens. Voilà, je vous remercie pour m'avoir écouté. C'est extraordinaire. Merci beaucoup, professeur. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Erdelay, je pense qu'il est très fatigué aussi, fait que si vous voulez commencer par les questions pour lui, peut-être qu'il pourrait aller à ses autres dossiers. Donc, je vais commencer par ceux que je vois. Vous pouvez sinon écrire dans le chat que vous avez une question si je ne vous vois pas. Madame Houbard. Oui, bonjour tout le monde. Catherine Houbard, directrice du GRAM. Alors, très contente de participer ce soir parce que c'était intéressant de A à Z. J'ai 3 questions rapides. Je vais les poser en rafale, puis ensuite, ceux qui sont concernés pourront répondre. Je me demandais là, si actuellement, il y a un collecteur qui a été installé en février 2020 qui détourne complètement les eaux en temps sec comme en temps de pluie. Comment se fait-il qu'il faille canaliser le ruisseau? Comment se fait-il que pour l'instant, la solution ne soit pas suffisante? Je me demandais aussi s'il y avait eu des échanges avec le gouvernement du Québec, entre autres sur la question de la loi sur la qualité de l'environnement qui, de ma compréhension, protégeait les cours d'eau. En tout cas, il fallait certains permis puis tout ça pour pouvoir effectuer des travaux et j'imagine encore plus les détruire. Donc, ça touche la question du droit qu'on a soulevé. Puis la dernière question, je réitère celle de Charles, puis c'est aussi une invitation, mais c'est qu'est-ce qu'on peut faire comme organismes environnementaux pour en arriver à la protection, à la meilleure vie pour ce ruisseau-là. Donc, je vais peut-être commencer. Il y a un jugement de la Cour d'appel qui ordonne la canalisation du ruisseau et qui ordonne également à la Ville de Montréal de demander le permis au ministère de l'Environnement à cet effet-là. Si Mme Legault, M. Erdelay, vous voulez ajouter? Alors, juste pour ajouter, en février, c'est vrai, en février 2020, la Ville de Montréal a mis une connexion temporaire pour l'eau qui coulait dans l'égout pluvial va couler dans un égout sanitaire. Pour nous, nous espérons que c'est seulement temporaire. Le but pour nous, c'est qu'on peut régler tous les règlements croisés et qu'on peut enlever cette connexion temporaire. C'est ça notre but, mais on est seulement un partie de la problème et un partie de la solution aussi. Mais pour nous, c'est ça qu'on veut, mais c'est un peu plus grand que nous seulement, mais j'espère qu'avec l'aide de Sierra Club et de toutes les personnes qui sont ici, on peut avoir un changement. Et en termes, juste pour répondre, en termes du deuxième point, ministère de l'Environnement, oui, il y a des discussions, je sais, entre le ministère de l'Environnement, la Ville de Montréal et aussi avec la Ville de Côte-Saint-Luc, mais pour nous, on est trop petit pour, comme je disais, pour tous les problèmes. Alors pour nous, le but pour le moment, c'est de régler les problèmes sur notre territoire.
Madame Legault, avez-vous quelque chose à ajouter? Alors, je pense que M. Ardelay a répondu à la première question de Mme Mouvard. Je ne me rappelle plus de la troisième, là, par contre. C'était au-delà de ce qu'on fait déjà, là, s'il y avait moyen d'être davantage allié au niveau des organismes environnementaux avec Côte-Saint-Luc, avec tout ce qui se passe en ce moment. C'est ma troisième question. Puis je comprends que le collecteur détourne le pluvial dans du sanitaire, bon, puis que c'est pas l'idéal, mais je me dis ça devrait régler au moins temporairement le problème. Donc, pourquoi ça passait en appel pour canaliser? OK, bien, là, je me rappelle de votre première question. J'ai l'impression qu'en détournant là, je dis que c'est une impression parce que je ne suis pas dans ce domaine-là, moi, là, mais en détournant le pluvial vers le sanitaire, il y a une question, à un moment donné, de capacité. Alors, c'est pour ça que la surverse allait sur Meadowbrook encore, quand il y avait forte pluie ou quand il y avait fonte des neiges. Alors, si on veut vraiment qu'il n'y ait aucune eau, j'ai l'impression que le système ne peut pas le prendre. Alors, c'est pour ça qu'ils sont obligés de canaliser puis s'en aller de l'autre bord vers le collecteur Saint-Pierre, qui, lui, est énorme et va être capable de le prendre. Alors, là, ça prendrait quelqu'un de la Ville de Montréal pour répondre à celle-là, par exemple. Juste pour ajouter un autre point. Alors, le coût, si Montréal fait la canalisation du rivière, ça va coûter beaucoup, beaucoup d'argent. On a des estimations dans $1 million et plus. Pour régler tous les raccordements croisés, ça va coûter peut-être 50 000, 100 000, 200 000, quelque chose comme ça, mais c'est beaucoup moins cher de régler tous les problèmes de raccordement croisé que de construire une canalisation. Alors, si vous pouvez nous aider aussi, c'est de faire de lobbying pour que la Ville de Montréal, au lieu de dépenser comme $1 million plus pour faire la canalisation, qu'il dépense ou aide à la Ville de Côte-Saint-Luc, à la Ville de Montréal-Ouest pour faire les réparations. Alors, pour nous, ça serait un but. Alors, si vous pouvez nous aider sur ce point, ça nous aidera beaucoup. Mais là, le problème, c'est le nouveau jugement. Oui. Le nouveau jugement, lui, c'est toute l'eau. Oui, mais en termes de temps, on a du temps. Si on peut régler les problèmes assez vite. Mais la Ville, si elle continue de laisser couler l'eau sur le terrain, est en contempt of court. Là. Je ne sais pas comment on le dit en français. Là. Elle ne suit pas les ordres de la Cour. Madame Legault, vous avez rencontré... Outrage au tribunal. Pardon? Ah, outrage au tribunal. Thank you. Madame Legault, vous avez rencontré M. Baudry. Il n'y aurait pas une façon de détourner légèrement la rivière pour plus qu'elle coule sur ce terrain-là, tout en ne la canalisant pas? J'ai demandé à M. Baudry une rencontre où il y aurait moyen de discuter de la solution qu'il préconise et des différentes alternatives qu'ils ont regardées et pourquoi ils ont retenu celle-là. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se faire, là, mais bon, j'ai fait la demande. Parce qu'il y a le service des eaux là-dedans. Monsieur Baudry, c'est les grands parcs. Ce n'est pas tout à fait son domaine. Là. Parfait. On espère qu'il y a des organismes qui peuvent vous soutenir dans cette démarche-là avec toute l'expertise et les connexions qu'ils possèdent. On va passer à Sylvie. Madame Rochelot, vous avez une question? Oui, ben, en fait, j'avais plusieurs questions, mais je crois que je vais me diriger vers Madame, la professeure de droit, Madame Gidrol. Intéressant, votre présentation. Ça englobait, je crois, plusieurs problématiques. Et puis, ben, c'est ça, dans les outils que vous avez présentés, il y en a beaucoup ça implique le propriétaire. Donc, c'est une volonté du propriétaire de protéger les
les sites environnementaux, les rivières, les marais. La seule que j'ai vue qui pouvait être plus du côté utilisateur, c'était vous disiez le recours préventif. Donc, est-ce que ça peut s'appliquer? Bon, je vais mettre carte sur table. Je fais partie de Technoparc Oiseaux. Et donc, nous, ce qu'on veut protéger, c'est des ruisseaux, des marais, des milieux humides. Souvent, c'est ça, on se bute contre la loi de l'environnement. Et puis, bon, c'est souvent après, oui, on peut avoir des compensations, mais c'est après que le dommage est fait. Donc, j'aimais beaucoup là, votre approche préventive, puis que tous les utilisateurs ont une obligation de ne pas polluer ni de épuiser l'eau. Donc, est-ce que même dans le cas de Rivière Saint-Pierre, que je connais là, juste maintenant la problématique, mais qui semble être justement assécher l'eau et contaminer l'eau, est-ce que ça pourrait être une voie utile au Québec? Parce qu'on se bute toujours dans les lois du Québec. Oui, c'est une bonne question. Hein. C'est sûr que moi, je suis une civiliste, alors je travaille à partir du droit privé. C'est pour ça que je travaille beaucoup à partir de la propriété privée, parce que c'est le mode dominant finalement de relations aux biens que l'on a au Québec. C'est pas évident. Ce recours préventif, il faut que je lance une recherche dessus. Je suis pas sûre qu'il soit beaucoup utilisé. Donc, il faudrait tester devant les tribunaux son efficacité. Je pense qu'il y a des bons arguments à faire, justement en rappelant que l'eau est une res communes. Mais c'est une res communes, ça veut dire que chaque usager a accès à l'eau, que chaque usager ayant accès à l'eau, il peut justement être intéressé par la protection de cette eau, peu importe qu'il ait un accès réel ou pas à l'eau. Mais il faut trouver quelqu'un contre qui agir. C'est toujours le problème en droit privé. Donc, le problème des cours d'eau, c'est contre qui on agit. S'il y a plusieurs propriétés qui sont chevauchées, mais est-ce que c'est contre la ville? Est-ce que c'est... voilà, ça va être il y a deux questions. Est-ce qu'on va reconnaître un intérêt suffisant des citoyens pour agir avec ce mécanisme préventif? L'argument peut être fait, je ne vous dis pas qu'il passera, mais je pense qu'il aurait des bonnes chances de passer. Mais après, c'est de savoir contre qui on fait ce recours. Parce qu'il faut savoir après qui pollue, c'est-à-dire contre qui on agit pour qu'il arrête de polluer ou qu'il arrête d'épuiser la ressource. Puis dans ce que j'ai entendu, ici, ça me paraît très difficile de l'appliquer parce que ça fait très longtemps que l'eau ne coule plus, qu'il y a un épuisement donc, il y aurait certainement prescription. Là, vous parlez de la rivière Saint-Pierre. Ouais. OK. Bon, je ne vais pas détourner, là, mais au Technoparc Oiseaux, au Technoparc, c'est des marais qui ont été asséchés et on sait très bien qui l'a fait. Donc, donc on sait très bien que c'est la ville, en fait, on va dire les grands mots. Puis bon, dans le cas de la rivière Saint-Pierre, ça ressemble être aussi un petit peu la ville. Donc, oui, c'est sûr que c'est gros, mais est-ce que ça... C'est ça. Oui, vous dites, si je comprends bien, la rivière Saint-Pierre, ça fait longtemps, mais quand même, les choses récentes sont par la ville. Peut-être Mme Legault pourrait préciser, là, mais bon. Très rapidement. L'assèchement, ça remonte à février 2020. La pollution, ça fait longtemps, par exemple. Ouais. Donc, la question semblait, professeur, est-ce qu'on peut poursuivre la ville si elle interrompt l'écoulement des eaux, même si c'est une eau qui est destinée, dans le fond, à s'écouler dans le fleuve Saint-Laurent, c'est pas une eau qu'on va boire, une nappe phréatique, admettons. Moi, je ne suis pas du tout environnementaliste, puis je ne suis pas du tout une spécialiste de l'eau, donc je ne voudrais pas... Moi, je vous dis juste qu'il existe cet instrument juridique dans le droit civil. Comment est-ce qu'on pourrait s'en servir concrètement? Ça me dépasse, puis ça pose beaucoup d'autres questions. C'est-à-dire que quand ce sont des municipalités, elles peuvent toujours avoir des mécanismes
de défense parce qu'elles ont affecté à une utilité publique, parce qu'il y a un intérêt collectif, parce qu'il y a un intérêt général, et donc ce qui se passe pour la majorité de la population qui est soumise au Code civil ne s'applique pas nécessairement aux municipalités. Il faut, que ce soit comme propriétaire privé qu'on agisse contre la ville, et deux, faudrait-il encore qu'il n'y ait pas un intérêt général ou une affectation d'utilité publique, quelque chose de supra qui vienne justifier finalement l'exception que va invoquer la ville, et c'est souvent le cas. Puis si c'est un propriétaire privé qui a asséché un marais, c'est le cas dans le cas de Technoparc. C'est des propriétaires privés là, qui ont eu un certificat d'autorisation de faire du remblayage. Et donc, il va falloir y réfléchir, je pense, pendant des séances brainstorm. Mais merci pour la bonne question, Mme Rochelot. On va passer à la dernière personne qui a levé sa main, c'est M. Bergeron. Merci. En fait, je voulais simplement signaler que Sandrine Dumouchel a parfois levé sa main, mais elle n'a pas eu le droit de parole. Je ne sais pas si elle voulait s'exprimer. C'est vraiment très gentil, M. Bergeron, mais à chaque fois, il y a eu réponse à ma question. Ben, génial, parfait. Mais merci beaucoup. Moi, je n'ai pas d'autres questions. Ben, merci énormément à vous tous d'avoir été là et si patients. Merci. Et je vous souhaite une excellente soirée. Allez vous reposer. À un autre moment. Merci. Au revoir. Merci d'avoir organisé. Merci à tous les panélistes. Merci beaucoup. Merci pour les bonnes présentations. Merci. Bonsoir.